Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et cette fois-ci on va parler de Cardano. Je pense que beaucoup la connaissent. Est-ce que beaucoup la connaissent vraiment? Est-ce que beaucoup savent exactement ce que veut faire Cardano? J'en doute, ou du moins on va tout découvrir ou redécouvrir avec ça aujourd'hui avec vous. Alors, Cardano, qu'est-ce que c'est? Avant tout, ça, c'est une crypto-monnaie de troisième génération qui a été lancée en septembre 2017 après plus de 2 ans de développement. Donc elle n'a pas été juste commencée en 2017, non. Elle a été commencée bien avant et elle est sortie, donc la première version est sortie en 2017. L'une des principales, je dirais, différences de Cardano avec toutes les autres crypto-monnaies, c'est qu'elle n'a pas juste un white paper. Non. Donc, on va voir que, en fait, pratiquement toutes les crypto-monnaies, toutes, ont le fameux white paper qui a été rédigé au début par une petite équipe, très souvent, où ils vont un petit peu expliquer ce qu'ils veulent faire. Parfois, ils font un white paper technique, pas souvent, dans lequel ils vont rentrer plus dans le détail pour expliquer vraiment ce qu'ils veulent faire, mais d'un point de vue technique. Mais très souvent, en fait, c'est fait dès le début, d'accord? Il n'y a pas vraiment d'énormes réflexions autour de ça. Et Cardano, justement, ils ont changé tout ça. Ils n'ont pas de white paper classique, d'accord? Non, ils ont ce qu'on appelle des peer review papers. Donc ça veut dire que ça va être des papiers, d'accord? Donc des documents euh, qui vont être en fait partagés avec une communauté de personnes qui vont discuter de problématiques et qui vont essayer de trouver un problème ensemble. Par exemple, donc j'en parlerai plus tard, mais leur système de proof of stake, d'accord? Donc ils ont créé donc un paper où ils vont essayer de comprendre, ok, comment on fait pour résoudre ce problème. On a un système comme proof of work qui ne fonctionne pas, il faut le changer. On passe à du proof of stake et ils vont se réunir entre chercheurs, professeurs, ingénieurs, etc., qui vont intervenir, mais je veux dire, ils sont dans plein en fait de pays différents, hein. Ça peut être vraiment des personnes qui vont être éparpillées un petit peu partout, qui vont unifier leur savoir pour trouver une solution ensemble. C'est ça en fait le peer review paper. Et c'est comme ça que Cardano a développé en fait toute sa technologie derrière. Et ça, je vais en revenir un petit peu après. Donc, vous l'aurez compris, Cardano, c'est une équipe derrière qui est gigantesque. C'est du jamais vu et c'est une approche scientifique. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes avec des doctorats, des professeurs. Très souvent, il y a une multitude de professeurs de diverses universités, plein d'ingénieurs, même des avocats. Donc vraiment, ils ont une équipe extrêmement complète, très diversifiée, mais surtout extrêmement qualifiée. Et ça change beaucoup parce que en 2017, beaucoup d'ICO qui se lançaient, concrètement, il n'y avait pas du tout le même bagage derrière. Donc Cardano, ils se sont vraiment aussi démarqués par rapport à ça. Donc Cardano, j'ai dit que c'était une crypto-monnaie de troisième génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a eu la première génération, d'accord, qui est le Bitcoin. Je pense que tout le monde le sait. Ça a été l'une des premières crypto-monnaies et ça a été la crypto-monnaie de façon qui a vraiment explosé et dont tout le monde parle et dont tout le monde parle encore. Le Bitcoin, c'est une seule application, d'accord? C'est juste une monnaie digitale, ni plus ni moins. On peut rien faire de plus avec. On a essayé. Honnêtement, c'est pas forcément simple et ça n'a pas été conçu pour. Donc le Bitcoin, c'est une seule et unique application autour de la blockchain. Deuxième génération, on va retrouver Ethereum. Ethereum a compris qu'en fait, la blockchain pouvait vraiment apporter une multitude d'applications. Et au lieu de ne rester bloqué qu'à une seule comme le Bitcoin, Ethereum a tout simplement offert la possibilité à n'importe qui de pouvoir développer n'importe quel type d'application autour de la technologie blockchain. Ni plus ni moins. Troisième génération, et bien là on va retrouver donc l'ADA pour Cardano. On va retrouver par exemple IOTA, EOS, etc. Toutes ces crypto-monnaies en fait qui veulent prendre un petit peu de ça, pour faire justement beaucoup mieux. C'est ça, on va dire, une crypto-monnaie de troisième génération. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? D'accord? Parce que les crypto-monnaies de première et de deuxième génération, on le sait, elles ont plein de problèmes. Elles ont des problèmes au niveau de l'évolution. D'accord? Donc l'évolution, c'est, je dirais, l'un, des principaux
problème, l'évolution notamment par rapport au nombre de transactions par seconde. Aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum, on est vraiment limité à très peu de transactions par seconde, ce qui freine considérablement son adoption. Il va y avoir des problèmes de bande passante et des problèmes de stockage. Donc ces trois problèmes font qu'aujourd'hui, Ethereum et Bitcoin ont vraiment beaucoup de mal à évoluer. Maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce que Cardano veut réussir à corriger tout ça. Donc, pour tout ce qui va être des transactions par seconde, c'est freiné par quoi? Notamment par le consensus qui a été mis en place sur Bitcoin en premier lieu et ensuite sur Ethereum, le Proof of Work, preuve de travail. Beaucoup, je pense, le connaissent. La preuve de travail, aujourd'hui, ça a vraiment prouvé, d'une part, que c'était sécurisé, ça on est complètement d'accord. Ça sécurise le Bitcoin qui gère pratiquement 200 milliards d'actifs, donc c'est quand même énorme, mais ça montre ses limites en termes de scalabilité, d'évolution. Parce qu'on est vraiment freiné par rapport au nombre de transactions par seconde, on a des gros soucis de bande passante et de stockage, et je ne parle même pas des problèmes de centralisation et de coûts énergétiques qui sont énormes et qui sont complètement inutiles. D'accord ? Je rappelle que la consommation énergétique du Proof of Work, c'est de l'énergie qui est gaspillée. Elle n'est pas utilisée. Donc aujourd'hui, le Proof of Work, c'est 5 TWh. Ce qui équivaut à environ 5 millions de foyers américains qui est consommé en continu par le système de Proof of Work. Parce que vous le savez, pour que ce système fonctionne, il faut de la puissance de calcul. La puissance de calcul, elle est détenue par qui? Des entreprises, d'accord? Donc je vais dessiner une sorte d'usine, mais c'est très moche, excusez-moi, par des entreprises. Aujourd'hui, c'est plus du tout le petit mineur qui mine dans son coin. Il y en a encore, mais il y en a encore très peu. 99% de la puissance, justement, de calcul, c'est fait par des industries, par des entreprises qui ont acheté d'énormes quantités. Pourquoi le Proof of Work aujourd'hui, en plus, n'est quasiment plus du tout rentable en tant que particulier? Parce que les entreprises, elles n'ont pas les mêmes prix. D'accord? Si je suis une entreprise que je vais acheter 1000 cartes graphiques, je ne paierai pas du tout le même prix que moi en tant que particulier pour acheter 2 cartes graphiques. J'aurai un prix qui sera peut-être 20% inférieur, voire même plus. D'accord? Ça dépend du volume d'achat. Mais on peut vraiment réduire énormément les prix si on achète en grande quantité. C'est pareil pour l'énergie. L'énergie, si on achète en grande quantité, on va la payer beaucoup moins cher que nous en tant que particuliers. Donc comment voulez-vous en fait que les particuliers rivalisent face aux entreprises avec le système de Proof of Work? C'est complètement impossible. Et le souci, c'est que justement, avec tout ce système d'entreprises qui vont accumuler des puissances de calcul, au final, on va faire que centraliser au lieu de décentraliser. Donc, Cardano, eux, ils veulent tout simplement faire ce qu'on appelle le Proof of Stake. Donc, au lieu de allouer une puissance de calcul, on va tout simplement allouer ces crypto-monnaies. En l'occurrence, là, ça va être l'ADA. Et grâce en fait aux ADA que je vais donner en anglais, on va dire en stake, d'accord, que je vais donner en fait pour participer au processus de preuve d'enjeu, d'accord, donc le POS, le Proof of Stake en français, on dit ça, c'est preuve d'enjeu. Grâce aux ADA en fait que je vais donner, qui vont être bloqués pendant un certain moment, je vais participer au consensus. Je vais un petit peu expliquer comment ça va se passer avec Cardano d'un point de vue un petit peu plus technique. Alors, avec Cardano en fait, l'unité de temps, on va dire qu'il découpe le temps, ce qu'ils appellent en époques. D'accord? Donc une époque, on va juste tracer une ligne. Une époque, ça va durer 20 heures. Ensuite, l'époque va être, je dirais, séparée en slow. Voilà. Donc des slows, il y en a 600 par époque. Et un slow dure 20 secondes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le système de Cardano va choisir aléatoirement, et bien évidemment il y aura une influence en fonction du nombre d'ADA qu'on va mettre à disposition. Évidemment, si on a un très gros porte-monnaie, on aura plus de chances d'être sélectionné, c'est évident. Il va sélectionner donc 600 personnes, parce que ça va être une personne par slow. Donc ils vont prendre 600 personnes aléatoirement,
Et ils vont leur dire, toi, tu vas être le slot leader ici, toi 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 ici. Et uniquement cette personne pourra créer le bloc durant cet intervalle de temps de 20 secondes. On appelle ça donc le slot leader. Donc voilà un petit peu comment va faire Cardano. Donc vous l'aurez compris, une époque ça va durer 20 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 slots par époque et chaque époque dure 20 secondes. Donc pendant 20 secondes, si vous avez été sélectionné, vous aurez un slow pour créer un bloc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour continuer, j'ai envie de dire, la croissance et ne pas avoir des problèmes d'évolution, il est possible en fait d'avoir des époques qui vont être faites en parallèle. Donc ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de slots au final. On peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. D'accord? En fonction de la charge et en fonction du besoin, on va pouvoir augmenter considérablement en fait le nombre de blocs qui vont être minés. Parce qu'on va augmenter tout simplement le nombre de slots et on va faire des parallèles avec les époques. Voilà. Donc avec ce système, d'une certaine manière, je pense que ça va être quand même plus juste. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 1 million comme on peut avoir 10 000 euros. On va plus ou moins acheter ces ADA au même prix. Alors bien sûr, on peut peut-être passer par des vendeurs externes pour les acheter moins cher, mais concrètement, on ne pourra pas avoir les mêmes avantages qu'une entreprise qui va acheter moins cher du courant, qui va acheter bien moins cher son matériel que si on doit acheter en fait de l'ADA. Donc bien évidemment, même avec ce système-là, oui, les riches sont plus riches. Avec le Proof of Work, c'est exactement pareil. Donc j'ai envie de dire, essayons ce système, on verra bien si ça fonctionne. Voilà pour le Proof of Stake. Alors, ce qu'il va falloir savoir aussi, c'est que sur Cardano, on pourra faire ce qu'on appelle du DPoS, ce qui équivaut à du Delegated Proof of Stake. Donc ça veut dire tout simplement qu'en fait, qu'on n'aura pas forcément à avoir notre propre nœud. On pourra également déléguer notre droit de vote à une autre personne, à un pool par exemple. Comme le Proof of Work en mine en pool, on peut également le faire avec le Proof of Stake. Et ça va être implémenté assez rapidement avec Cardano. Donc on aura aussi cette possibilité. Ensuite sur la bande passante. Quel est le problème? Aujourd'hui, dans un réseau classique, d'accord, Bitcoin, Ethereum, on a tous les nœuds qui communiquent entre eux. D'accord? Tous les nœuds communiquent entre eux via le réseau, via le protocole pair à pair, peer-to-peer. Problème, c'est que plus on va augmenter le nombre de transactions, plus il y aura d'échanges entre ces nœuds. Plus la demande en bande passante va augmenter. C'est vraiment une problématique parce que si tous les nœuds communiquent entre eux, ça va être d'énormes quantités en fait de bandes passantes qui vont être utilisées. Pour résoudre ce problème, avec Cardano, on va avoir le RINA. Donc le RINA, en fait, ça va tout simplement permettre de créer ce qu'on appelle des sous-réseaux. Donc au lieu en fait que tout le monde communique avec tout le monde, on va un petit peu les mettre dans des groupes. D'accord? Donc on aura par exemple ici un groupe de personnes qui va communiquer entre eux. Ici, on aura un autre groupe de personnes qui vont communiquer entre eux dans le groupe et ensuite les groupes peuvent communiquer entre eux. Mais en faisant comme ça, en fait, on va vraiment économiser beaucoup de bandes passantes. Ça va fonctionner un peu de la même manière que fonctionne le réseau que vous utilisez aujourd'hui avec le protocole TCP/IP. Voilà, mais je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail. Ensuite, dernier point, il va y avoir le stockage. Parce que qui dit augmentation des transactions dit augmentation de la bande passante, mais dit également augmentation de la taille de la blockchain. C'est évident. Toutes les transactions sont stockées dans la blockchain. Si on augmente son nombre, la taille va aussi augmenter en conséquence. Problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les nœuds, donc tous les porte-monnaies qu'on dit full node, ont l'intégralité de la blockchain stockée chez eux. Aujourd'hui, ok, la blockchain Bitcoin peut peser que 100 gigas. Si demain on augmente considérablement le nombre de transactions par seconde, son poids va passer de 1 Tera, 2 Tera, 10 Tera, 20 Tera. Ok, le stockage, ça coûte pas cher, mais arrivé à un moment, quand même, il y aura un petit problème. Et donc, ça aussi, Cardano, ils veulent le corriger. On n'a pas encore vraiment de solutions précises qui ont été mises en place, mais je pense avec du partitionnage, parce que je pense que c'est pas essentiel d'avoir l'intégralité de la blockchain et de la compression de données. Voilà. Ensuite, deuxième gros souci qu'il y a avec les crypto-monnaies de première et deuxième génération, l'interopérabilité. L'interopérabilité. Donc ça veut tout simplement dire qu'en gros, on a Bitcoin d'un côté, on va avoir Ethereum de l'autre, mais ces deux-là en fait ne peuvent pas communiquer entre eux. Problème, c'est quand même un gros problème.
Mais ça, je l'ai déjà un petit peu, j'en ai déjà parlé en fait dans l'analyse sur Ethereum. C'est un problème. Cardano, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle le sidechain. Le sidechain, en fait, ça va tout simplement permettre à ce qu'on puisse utiliser la blockchain Ethereum pour communiquer avec d'autres blockchains. Mais on va voir un petit peu plus en détail qu'en fait, avec Cardano, ça va encore plus loin, parce qu'en fait, Cardano lui-même va être séparé en plusieurs parties. D'accord ? Donc il y aura la partie paiement qui va être d'un côté, et toute la partie smart contract qui sera de l'autre. Et donc pour communiquer entre elles, elles vont devoir utiliser la technologie du sidechain. Et comme ça, en fait, on va vraiment pouvoir isoler la partie smart contract, la partie paiement, et on pourra par exemple uniquement utiliser la partie paiement pour échanger avec la blockchain Bitcoin par exemple. Et on n'aura pas forcément à connecter toute la blockchain. Ah, et ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc si vous voulez vraiment plus vous renseigner sur ça, donc ils ont créé ce qu'on appelle, alors attention, ça va être assez compliqué à dire, le Non-Interactive Proof of Work. D'accord? Donc ça s'appelle comme ça, N-I-P-O Proof of Work. Si vous voulez vous renseigner sur le sidechain et la technologie qu'ils veulent mettre en place, renseignez-vous sur ça, je mettrai le lien dans la description. C'est assez technique, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément trop en parler ici, sinon ça va s'éterniser. Mais voilà, si vous voulez en apprendre plus, c'est le NIPOPOW. Pas simple à prononcer. Ensuite, le dernier point avec les problèmes, en tout cas des première et deuxième génération, ça va être la durabilité. Est-ce que les problèmes vont être durables et vont être en fait viables dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le Bitcoin et Ethereum n'ont pas vraiment en fait de modèle économique autour de leur blockchain pour leur apporter de l'argent et pour qu'en fait ils puissent être autofinancés. Ça, c'est aussi une des grosses problématiques qu'il peut y avoir avec beaucoup en fait de crypto-monnaies, c'est qu'en gros, ils lèvent des fonds, mais ils ne réfléchissent pas en fait à comment faire pour gagner d'autres fonds. Parce que le jour où leurs fonds seront épuisés, comment ils vont faire? Ils vont arrêter en fait le développement, ils vont faire du bénévolat, ils vont rendre le projet entièrement open source qui va être entièrement développé par des bénévoles? Non, ce n'est pas viable, d'accord? Donc vraiment, il faut qu'ils développent un modèle économique. Et avec Cardano, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, on va avoir une sorte de smart contract dans lequel on va récupérer, donc Cardano va automatiquement récupérer donc des fragments de frais de transaction et de récompenses de minage qui vont être mises dans ce smart contract. Ce smart contract, il pourrait être utilisé pas comme on le souhaite. En fait, il faudra, par exemple, que voilà, on dise que l'équipe de développement de Cardano dise, ok, on a ce nouveau projet à faire, donc ils vont le soumettre à la communauté. Ils vont le soumettre à la communauté, donc à nous, les personnes qui vont avoir en fait des ADA et qui auront un droit de vote, et on va voter pour ce projet ou non. Si on vote en faveur du projet, on va débloquer les fonds pour qu'ils le financent, sinon les fonds ne seront pas débloqués. Voilà un petit peu comment va être géré, on va dire, l'évolution de Cardano par sa communauté. On ne sait pas encore exactement comment va vraiment fonctionner en fait le système, mais voilà un petit peu ce qu'on sait aujourd'hui. Chose que j'ai oublié avec également donc l'interopérabilité, c'est le problème qu'aujourd'hui on ne communique pas non plus avec les banques. Les banques sont là pour rester, il faut s'en servir, il ne faut pas être réfractaire aux banques, d'accord? Donc pour ça, avec Cardano en fait dans chaque transaction, on pourra ou on ne pourra pas, ce sera au choix, mettre en fait dans l'entête de la transaction des informations du style de qui ça provient, vers qui ça va et pourquoi. En fait, ces trois informations-là sont essentielles pour une banque qui doit justement justifier de qui ça vient, ça va à qui et la raison. Et ça, ce sera intégré et on pourra le faire avec Cardano parce qu'ils veulent bien évidemment être en accord avec les législations en vigueur en fait dans la plupart des pays. Ce qui est plutôt intelligent, je pense, à mon sens. Maintenant qu'on a un petit peu compris donc comment est-ce qu'ils veulent faire, je vais un petit peu plus parler en fait de Cardano. Donc Cardano, c'est trois entités. Il y a le IOHK, d'accord? Il y a la fondation et il y a Emurgo. Donc IOHK, ça va être l'entreprise en charge du développement de la blockchain. Donc c'est une entreprise qui a été créée par Charles Hoskinson. Donc je pense que peut-être quelques personnes vont le connaître. En gros, c'est, j'ai envie de dire, le père fondateur d'Ethereum, qui est parti un petit peu après,
qui lui a plus rejoint le côté de l'Ethereum classique, et qui est ensuite parti justement sur Cardano pour résoudre tous les problèmes qu'a Ethereum, mais qu'a aussi le Bitcoin. Donc le IOHK, c'est vraiment une entreprise qui est dédiée avec une multitude d'ingénieurs sur le développement de technologies blockchain. Ils ont un contrat avec le IOHK pour développer Cardano jusqu'en 2020. Ensuite, on a la fondation. Donc la fondation, elle va plus gérer tout l'aspect communauté, mais également l'aspect pour les RFC. Donc par exemple, pour créer en fait des standards, créer des standards au niveau en fait de la blockchain. Ça aussi, ça va être très intéressant parce que quand on va commencer à définir beaucoup de standards, en fait, beaucoup de personnes et beaucoup en fait d'entreprises vont commencer vraiment à utiliser les mêmes standards. Et pour l'interopérabilité, c'est hyper important parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, ça risque d'être assez compliqué. Et ensuite, on a Emurgo qui lui est beaucoup plus orienté vers l'aspect business pour trouver justement en fait des partenariats pour incuber par exemple des entreprises qui veulent se développer par rapport avec la blockchain, trouver en fait des contrats avec des entreprises pour utiliser la blockchain de Cardano. Donc Emurgo vraiment plus orienté vers l'aspect business. Voilà. Donc l'ADA aujourd'hui, ça reste une crypto quand même du top 10. C'est quand même assez notable. Elle est très très vite montée. Elle est montée en fait, elle a été vendue à moins d'1 centime durant son ICO pour exploser à plus d'1,20$ ou 1,40$ en décembre. Donc autant vous dire qu'il y a déjà eu en fait une énorme progression au niveau du prix. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a un petit peu atteint son maximum avec le Cardano qui existe aujourd'hui. Avec le Cardano, par contre, de demain, Dieu seul le sait. Ça risque d'être assez compliqué parce que, honnêtement, on n'a aucune crypto qui a encore atteint ce que va atteindre Cardano. On ne sait pas, en fait, les répercussions que ça peut avoir à voir. On ne sait pas si ça va fonctionner. Donc, oui, j'ai envie de dire aujourd'hui que le prix pourrait encore exploser. Il a déjà bien explosé. Il peut encore exploser. Après, voilà, c'est impossible de prédire. Mais il est évident que s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, en tout cas, il n'y a vraiment aucune raison pour que le prix ne continue pas de monter drastiquement. Il y aura du proof of stake. Il y a vraiment l'ADA qui sera un écosystème pour énormément en fait, d'applications différentes. Donc vraiment, le Cardano, ça va être, j'ai envie de dire, peut-être un projet révolutionnaire si, je dis bien si, ils arrivent à faire ce qu'ils disent. Parce que pour l'instant, je suis désolé, il y a une blockchain basique qui a été mise en place, mais on est loin, loin, loin d'avoir tout ce qu'ils prévoient en fait de mettre en place. Pour l'instant, on n'a rien. Et donc, comme d'habitude, quand on n'a rien, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Donc moi, j'essaie quand même de me réserver et d'être le plus objectif possible avec vous. Donc c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui. Donc, le token, juste pour en parler un peu plus, il y a eu 5,1 milliards qui a été donné donc à ces trois entités ici. Ensuite, il y a eu 31,1 milliards de tokens qui ont été distribués durant l'ICO. Et ensuite, il y a 13,8 qui sont réservés pour le Proof of Stake, pour les récompenses. Voilà. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'ils ont réparti les Cardano. Ce qui nous fait, on va dire, aujourd'hui un market cap avec son prix actuel, je dirais, de 4 milliards environ. 4-5 milliards. Voilà. Donc c'est une crypto qui est, il me semble, à la 6e position. Qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Parce que j'ai pas tout dit, il y a tellement de choses à dire en fait sur Cardano que je vais quand même essayer d'aller au plus vite. Donc ils vont faire des DApps, d'accord? Donc ça, je pense que tout le monde connaît par rapport à Ethereum, qui vont être même compatibles avec en fait Ethereum. Ça veut dire que si on a développé une DApps sur Ethereum, on pourra très facilement la migrer sur la blockchain Cardano. C'est aussi l'intérêt d'avoir des machines virtuelles pour faire tourner en fait les smart contracts. Ensuite, il faut savoir que Cardano, donc, et avec Emurgo, ils sont en train en fait de créer des espaces de travail, d'accord? Donc notamment en fait en Asie, ils font de l'incubation, ils font des partenariats, ils commencent vraiment en fait à se lancer pour attirer le plus de compagnies possible pour qu'elles fonctionnent avec la blockchain Cardano. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il y a eu déjà en fait 2 ICO qui sont en cours lancés sur la blockchain de Cardano, qui sont Traxia et qui sont Spide. Donc peut-être que je le prononce mal. Donc Traxia, bon, je pense que celui-là, je me suis pas trompé. Et Spide, c'est SP8DE, d'accord? Donc Traxia, c'est une ICO beaucoup orientée vers la finance, vers en fait la gestion en fait des factures.
et surtout en fait des factures impayées. Donc très 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 gros marché. Et Spide, ni plus ni moins, ce sera un casino en ligne. Donc ces deux premiers ICO qui ont été lancés sur Cardano, c'est quand même, j'ai envie de dire, une très très bonne nouvelle. On verra ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, elles sont en cours. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il y a en fait déjà eu par exemple des hôtels, même un hôtel, qui a déjà intégré le Cardano comme moyen de paiement. C'est noté donc à Barcelone. Je mettrai également le lien dans la description si vous voulez aller voir un petit peu. Bon, entre vous et moi, c'est plus un coup de pub qu'autre chose, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, le système de paiement est assez complexe si on veut payer en Cardano. C'est encore un système qui a envie de dire semi-manuel. Donc j'ai envie de dire que c'était plus une opération de communication. Mais quand bien même, ça prouve quand même que des entreprises et du concret, d'accord, du concret, parce que c'est ce qu'on veut en fait, nous, du concret, vont utiliser l'ADA comme moyen de paiement. Chose que je n'ai pas encore dit, c'est qu'également il y aura une carte de débit pour tout simplement pouvoir faire nos achats et consommer avec notre monnaie qui sera en ADA, mais on pourra payer ensuite avec des cartes de débit, avec des euros, des yens ou n'importe quoi, ce sera converti à la volée. On n'a pas encore beaucoup d'informations par rapport à ça, mais en gros ils veulent faire ce que font Tetanix, ce que font Tetanix, Monaco, etc. Chose que eux en fait ils veulent le faire, ce sera juste une des multiples applications. Alors que Tetanix dédie carrément toute leur entreprise pour faire ça. Bref, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, il y a un point négatif. Après, c'est à vous de juger. Il y a une petite guéguerre en fait entre Big Boss, entre Charles Hoskinson, donc la personne qui est maintenant à la tête, on va dire, de Cardano et qui a créé, qui est en tout cas un des cofondateurs de l'IOHK, entre Vitalik et entre Dan, donc la personne à la tête de EOS par exemple. Donc il y a une petite guéguerre en gros. Ils sont en train de dire que Cardano a copié EOS. Bon, honnêtement, moi je pense que c'est plus une petite guéguerre. Il suffit en fait de voir Cardano, de lire leur documentation. Je pense que si vous voulez tout lire, prenez une semaine de congé. Parce qu'il y a tellement en fait de choses et de documentation à lire que je suis désolé, mais pour moi c'est le projet le plus sérieux, d'accord, dans le monde des crypto-monnaies, le plus professionnel et qui a vraiment fait des recherches extrêmement poussées. Donc je pense qu'il y a une petite guéguerre entre ces personnes-là. En plus, la personne à la tête de EOS qui critique Ethereum alors qu'il est lui-même en train d'utiliser qui a utilisé en tout cas le token ERC20 pour se lancer. Ironie du sort. Bref, je pense qu'il y a une petite guéguerre. Donc on trouve plein de choses pas forcément très très nettes sur toutes ces personnes-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pour moi, c'est pas assez précis. Il n'y a pas encore assez d'informations et je pense que c'est pas notable, d'accord? Ça risque pas d'influencer pour moi le développement de Cardano sur le long terme. Donc, si vous avez en fait des questions sur Cardano, n'hésitez pas. J'ai pas pu tout dire parce qu'il y a vraiment tellement de choses à dire. Il y a tellement de documentation à dire sur Cardano que j'ai essayé en fait de faire ça au plus vite, même si au final ça va quand même durer longtemps, j'en suis conscient. Donc si jamais vous avez encore d'autres questions, surtout n'hésitez pas parce que je me suis vraiment beaucoup documenté sur Cardano. Je vais bien évidemment vous dire que moi je recommande à l'achat Cardano parce que je pense que c'est évident, d'accord? C'est une évidence, c'est vraiment un souffle d'air frais dans le monde des crypto-monnaies, vraiment de professionnalisme et d'un projet qui a vraiment de l'ambition et qui peut être atteint. Selon moi, il peut vraiment être atteint et vraiment peut-être beaucoup apporter à tout l'écosystème des crypto-monnaies. Pas que à Cardano au final, ça risque de profiter à beaucoup de personnes et à beaucoup d'autres crypto-monnaies, notamment avec le sidechain. Concernant son prix, donc aujourd'hui il est aux alentours des 20 centimes de dollars. Il est monté à plus d'1,30 $, je sais plus exactement combien. Concrètement, cette année, à combien est-ce qu'il peut monter? Bon, j'ai pas une boule de cristal, d'accord. Moi, ce que je peux dire, c'est que je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas monter à plus de 2 $, largement, d'accord. Et pour moi, j'avais quand même une prévision. Dans ma tête, je me suis dit, s'il dépasse les 10 $, c'est bon, je peux vendre en tout cas 50%. Parce que moi, je suis rentré avant qu'il soit à 20 $, donc ça fait déjà un beau x100 pour moi. Donc ça reste en fait des très grosses sommes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais recommander? Moi, je recommande toujours donc 10%. Allez, on peut monter un peu plus vraiment si on veut aller pousser, mais on dépasse pas les 20%. C'est vraiment le max façon que vous devez investir.
pour votre porte-monnaie. 20%, ne dépasse pas les 20% sur une crypto-monnaie. Après, ça devient beaucoup trop dangereux et il y a beaucoup trop de risques. Parce qu'il y a quand même du risque avec Cardano. Voilà. J'espère que, écoutez, cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, surtout comme d'habitude, dans les commentaires, je mettrai vraiment tout dans la description, toutes les sources, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous dis, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine analyse. Merci.